Bonjour et bienvenue dans Aujourd'hui, une émission à l'énergie solaire et l'intelligence collective. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller voir des habits fabriqués en Suisse avec des fibres naturelles, haut de gamme, d'une qualité extraordinaire, c'est Mover à Lausanne. Et puis on ira aussi voir, je crois qu'on a trouvé le plus gros pollueur de Suisse. C'est moi? C'est bien sûr, non, juste après Jonas, c'est l'industrie du ciment. Mais là-bas aussi, il n'y a pas que des machines qui travaillent, il y a des humains qui y travaillent et qui font de très grosses réductions d'émissions de CO2. Et il y aura de la star, Bien enfin, en sûr. plus de toi. Une autre grosse star dans cette émission. Et c'est Greta qui nous la présente. Le chanteur Marc Aymon sauve les mers. La mer, les océans. Ah, les océans, ok, d'accord, j'ai compris. Pas ta maman. Alors on va voir comment on sauve les mers avec Voilà. Marc Aymon. C'est parti. Comment elle s'appelle ta maman déjà? Elle s'appelle Renate. Ah oui. Lui là, c'est Marc. On ne dirait pas comme ça, mais il est ingénieur en développement durable. Et lui, c'est Jonas. Il ne quitte jamais son téléphone et ce qu'il veut, c'est trouver des solutions pour rendre sa vie plus confortable. Ensemble et à bord de leur bus solaire 2.0, ils parcourent la Suisse romande pour rencontrer celles et ceux qui améliorent nos vies, pas demain, mais aujourd'hui. Où est-ce qu'on va, monsieur Muller? Je vais te présenter Nicolas Rochat à Lausanne, qui a créé l'entreprise Mover. C'est des articles de sport, des vêtements, des vestes haut de gamme, hyper qualitatifs, en fibres naturelles et en plus fabriqués en Suisse. Le truc qui est génial, moi il y a quelque chose qui m'énerve avec ces habits. À chaque fois que tu achètes des habits, les marques vont te dire oui, on fait tout durable, génial, blabla marketing, mais en fait tu sais jamais d'où ça vient, tu sais jamais s'il y a vraiment des produits chimiques sur la peau, tu sais jamais si ça a un impact sur le climat. Et là justement on a un fabricant suisse, c'est quand même rare, qui fait vraiment tout nickel, des fibres naturelles fabriquées en Suisse et vraiment des produits d'une qualité extraordinaire. Mais quand tu dis il y a un truc qui m'énerve quand j'achète des habits. T'achètes des habits toi? Je te vois venir hein. Mais c'est bien que tu le dises, hein, parce que ça se voyait pas. Salut Nicolas, Bonjour, comment ça va? très bien. Nicolas, Jonas, enchanté. enchanté. Bonjour. Très heureux, bonjour, bienvenue. On est où ici? C'est pas l'usine, c'est le Non, showroom. c'est Mover, c'est le showroom et le bureau, en fait, tout ici. Et donc là, il y a tous tes produits. Il y a tous les produits. Tu nous montres? Je vous montre. Ouais, Oh, avec puis je te plaisir. pique un petit croissant. Ils sont là pour vous. Ah, Servez-vous. magnifique. Bon, vous savez ce qu'on fait? Oui. On fait des habits de ski en coton et en laine. Et c'est assez particulier parce qu'on a une marque qui faisait des habits de ski très techniques en Gore-Tex. Et puis on est parti de cette technicité pour essayer d'augmenter le confort. Puis finalement, on a remplacé le Gore-Tex par un tissu en coton. Ça donne à peu près ça en produit. Mais le Gore-Tex, il est totalement imperméable. C'est aussi performant que ce qu'on avait avant et c'est un petit peu moins imperméable, mais ça respire beaucoup mieux. Et Ok. réellement, pour l'utilisateur, le confort qui est augmenté, on pense qu'il est plus important que l'étanchéité qui est diminuée. Mais s'il neige dessus, on n'est quand même pas humide dessous. Un tissu technique, une membrane technique, Gore-Tex ou autre, Sympatex, c'est 40 000 colonnes d'eau. Ça veut dire que tu as une colonne d'eau de 40 mètres de haut sur 2,5 cm de diamètre dans un tube Ok. et puis que ça passe pas à travers ta veste. Moi, j'ai pas besoin d'une colonne d'eau de 40 mètres de haut pour aller skier. C'est assez rare que ça J'ai arrive. besoin de ouais. tenir la pluie, la neige, le vent, et ça tient parfaitement la pluie, la neige, le vent. Ok, pas veux mal. l'essayer Ouais. Ce qui est nouveau et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la laine avec, soit sous forme de doublure comme ça en jersey, ou bien de l'alpaca en watine, c'est ça qu'on ira voir tout à l'heure en Valais. De l'alpaca valaisan. L'alpaca valaisan, exactement. L'alpaca, vous en avez trouvé dans la région. Et l'alpaca, il y en a assez en Suisse pour qu'on utilise leur laine. Et c'est ce qu'on a fait depuis quelques années, exactement. Donc en fait, toi, tu n'as pas réfléchi en te disant on met une contrainte supplémentaire qui va du coup baisser un peu la qualité et cette contrainte, c'est l'écologie. Tu t'es dit j'aimerais augmenter la qualité de mes produits et puis pour ça, j'ai besoin de l'écologie, c'est ça? C'était encore un peu différent. On n'a pas du tout eu un souci d'écologie au départ. On a cherché une meilleure performance. Ça veut dire un meilleur confort thermique, une meilleure Meilleur matériau thermorégulation. possible. Oui, surtout dans les habits en synthétique, en fait, on s'est rendu compte qu'on chauffait très vite dès qu'on était actif, dès qu'on était en mouvement, le corps commençait à transpirer très rapidement. Et en se posant cette question, on a trouvé ce tissu en coton qui est sans coating, sans laminage et sans plastique, et en fait, qui nous protège parfaitement. C'est la même chose exactement la même chose que l'isolation d'une maison ou le confort qu'on peut ressentir dans un chalet en bois versus une cabine en plastique. Ouais, c'est excellent parce que l'écologie, on tue un peu à le dire dans cette émission, mais si on veut une grande qualité de vie, ça passe par l'écologie, c'est pas une contrainte. Si on veut de la qualité de vie, l'écologie est la meilleure solution. Dans l'habit, c'est la même chose. Et le bon sens.
Exactement. Et l'alpaca. L'alpaca. L'alpaca valaisan. Donc là, on peut tester sous l'eau. Tu peux tester sous l'eau, ouais, ça tient vraiment l'eau. Oui, il te croit pas. On va y aller. Hein. C'est la première fois que je vois une matière naturelle étanche. Et puis, tu vois, ça va. Ça ruisselle. Bah, ça retient et puis ça ruisselle. Attention, on met partout. Ah, c'est vraiment étonnant. Hein. Dessous, ça devient frais, effectivement. Non, mais il n'y a rien qui passe. Mais il n'y a rien qui passe. Ouais. Ça, c'est juste des fibres de coton tressées très très serrées. C'est tellement dense, ça un passe pas. tissage à haute densité. C'est tissé tellement serré que ça tient par construction. Voilà, on a mis mal. partout maintenant. Allons chercher la serpillière et après on y va. Dans les années 50, 70, 80, là, on a l'arrivée des produits à base de pétrole, beaucoup. Ouais. Et puis là, vous revenez pas en arrière, mais vous combinez les savoirs ancestraux avec des nouvelles technologies et de l'innovation. C'est exactement ça. Comment ça t'est arrivé, cette idée de se dire, c'est là la voie, c'est là l'avenir? Ça, c'est venu par l'observation de mon chien. L'histoire, elle est vraie. J'ai un petit chien avec lequel je marche beaucoup en montagne. Et un jour, on faisait le tour du Grand Chavalard, et c'était au mois de novembre. Et on était dans une tempête de neige, mais vraiment une tempête de neige. Et puis en redescendant, après, on a été au chalet, et là, il s'est mis à cette distance du feu. Et j'ai observé ce chien qui était à la fois dans le froid extrême et puis désagréable, mouillé d'un côté, sec de l'autre, puis après tout proche du feu. Et moi, j'ai voulu le retirer pour pas qu'il se brûle. Et moi, ma main, je pouvais pas la laisser là, mais le chien, il était tranquille. Et je me suis dit, dans la laine, il y a quand même un truc particulier en termes d'isolation. Donc on a été chercher un peu plus loin, et c'est comme ça qu'on est arrivé sur cette matière-là. T'as pas voulu faire une veste avec ton chien? Non, le pauvre. Ces alpagas valaisans, on peut aller les voir en vrai? Bon, bien sûr, on va y aller tout de suite. Je vous emmène. Ils parlent français? Bah, vous verrez, ils sont assez particuliers. Et surtout, une chose, il faut être assez sympa avec eux. Ah oui? Ouais, vous verrez. T'inquiète pas. Ah ouais, Jonas, c'est l'ami des bêtes. On est pas mal installés, hein? On est super bien. Chauffeur, pas trop de bruit, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, on est bien installés, parlez pour vous. Ouais. Bon, du coup, on va regarder la télé. Greta, la télé? T'as dit s'il te plaît? Et on va regarder. Oui, c'est une télé. Ah ouais. Et du coup, c'est mieux qu'au cinéma. On pourra regarder Gilles, qui a quelque chose à nous faire découvrir, un peu en lien avec ta marque, à mon avis. Vas-y, Gilles. On regarde. Salut Jonas, salut Marc. J'imagine que comme tout le monde, le luxe, ça vous dérange pas, c'est plutôt son prix. Mais pourquoi justement une petite bouteille de parfum d'une grande marque coûte plus de 100 balles? Et puis est-ce que quand on met un tel prix dans un produit de luxe, ça veut dire qu'il est forcément de qualité et responsable? J'ai trouvé quelqu'un qui a toutes les réponses, suivez-moi. C'est pas au Palace, mais dans la boutique de Philippe K à Lausanne. Salut Philippe. Salut Gilles. Alors dis-moi, est-ce que le luxe est responsable? Eh bien, malheureusement non. Le luxe tel que toi tu le connais ou que nous le connaissons ne l'est pas vraiment. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui prime, c'est d'abord le marketing. Et puis, surtout, ça va être la rentabilité du produit avant de penser à la partie écologique. Du coup Philippe, est-ce qu'on peut faire du luxe un peu plus responsable aujourd'hui? Nous pouvons faire les choses de manière plus responsable et mieux pensée. Donc tous ces trucs-là, ils sont responsables. Oui, Tu le montres? je te montre ça. Bon alors, on commence avec les parfums. Ça me va. À ton avis, les parfums, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? Bah, j'imagine qu'il y a des choses naturelles, des plantes, des fleurs. Eh bien, c'est juste. Les grandes marques que tu vois à la télévision, malheureusement, ne font plus avec des produits naturels. Donc c'est chimique les parfums d'aujourd'hui. Exactement, tu l'as très bien résumé. Donc là, je te prends une matière première naturelle. Est-ce que tu as senti que tes sinus se contractaient? Non, ça, je suis normal. C'est normal. Eh bien, c'est parce que tu as affaire à une matière première qui est naturelle. C'est-à-dire quand je renifle quelqu'un puis que ça me serre un peu les sinus, il n'a pas mis un parfum naturel. Voilà, fort probable. Et ça, c'est ton nouveau produit éco-responsable. C'est juste. Et c'est du plastique, non? Bien vu. Un plastique 100% recyclé. Ça, c'est nouveau. C'est tout nouveau et c'est très rare dans notre industrie. Et je parie que là aussi, tu as un truc pour détecter le savon naturel et le savon chimique. Ah oui, mais ça, Gilles, il faut que tu l'essayes pour te rendre compte. Et donc là, Gilles, est-ce que tes mains sont douces?
Ouais, franchement, là, c'est bien doux. Hein. D'habitude, c'est un peu sec, puis on met de la crème pour les mains. Mais c'est juste. Et bien là, nous avons utilisé des bases végétales qui ne viennent pas décaper la peau. Philippe, merci pour tes explications et tes démonstrations. J'ai les mains très propres et très douces. On est donc dans du produit haut de gamme. Du coup, les prix sont aussi plus hauts. Oui, haute parfumerie veut dire surtout haute qualité de matières premières, là où les marques traditionnelles, elles, vendent essentiellement leur image de marque. Vous voyez, Marc et Jonas, dès qu'une marque de luxe fait l'effort de faire des produits écologiques et responsables, bah là, ça donne vraiment envie. Est-ce que tu reconnais une partie de ta démarche? Par exemple, quitter les matières synthétiques pour des matières naturelles. Là, c'est du parfum, mais c'est un peu ton histoire aussi. Bien sûr, ça ressemble beaucoup et je crois que c'est juste une question de réfléchir au modèle, réinventer en fait l'existant et puis se poser les bonnes questions. Cette tête qu'il a. Bonjour, Attention, hein. c'est le comité d'accueil. C'est Conan, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Marc, enchanté. Bonjour, enchanté. Enchanté. Comment il s'appelle, lui? C'est Cherokee. Et là, vous êtes en train de les tondre aujourd'hui? Oui. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Volontiers. Ah, il y a le vin, il y a le pain. C'est bon. Merci beaucoup, Joseph. Santé. Ça doit quand même être particulier pour toi, Nicolas, de te dire que tu travailles dans une industrie qui est la mode où en général tu vois jamais le produit de base et toi tu peux aller jusqu'à caresser l'alpaca qui est dans ta veste. C'est assez extrême comme traçabilité. Et mes fournisseurs, je peux caresser mes tu peux fournisseurs. caresser ton fournisseur aussi. Faites ce que vous voulez. Ouais. Non, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir effectivement utiliser des matières premières qui viennent d'ici. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Et ça fait penser à la permaculture, ça fait penser à tout ce qu'on peut faire mieux chez nous en utilisant les ressources locales. Et effectivement, les transformer dans un produit qui ensuite est technique et qu'on peut vendre partout dans le monde. On reste dormir ici ce soir. Ah, bah c'est clair, t'as vu ce paysage, les montagnes, la beauté, les fleurs. On se trouve un petit coin en dehors, puis bah, demain on va bien. Sous un lama. Exactement. Papa, pourquoi elles meurent les abeilles? Parce qu'elles sont vieilles. Non, mais ils disent qu'elles meurent par chantière. Mais c'est les pesticides. Pourquoi on utilise des pesticides? Mais contre la peste. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de peste. Eh ben, pas ça fait longtemps qu'on utilise des pesticides. On utilise des pesticides, nous? Non, mais non. Enfin, chérie, nous, on est les gentils. On veut pas faire du mal aux abeilles. Mais par exemple, les pommes, là, elles sont bio? Il y en a des pesticides? Elles sont... Il y a... T'as fini tes devoirs, toi? Non. Non, alors voilà, tu files. Foutrais, moi, des pesticides. Il paraît qu'ils vont faire de l'isolation pour les bâtiments chanvre parce que c'est hyper résistant au feu. Fake news. Dans cette émission, on parle beaucoup de petits gestes, de petits projets et d'initiatives citoyennes. Mais aujourd'hui, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. On va voir une industrie, un domaine d'activité, mais qui est émetteur de CO2. Mais un truc de dingue. La fabrication. Non, largement au-delà, la fabrication de béton. Alors c'est incroyable. Le ciment, pour fabriquer du ciment, il faut une tonne d'énergie. Ça émet une tonne de CO2, enfin des millions de tonnes de CO2. Un truc de dingue. Génial. Ça va te plaire, enfin. La vie, la vraie. Du CO2. Du coup, Vigier, c'est une entreprise qui fabrique du ciment juste à côté de Bienne. C'est Olivier, le directeur, qui va nous montrer comment cette boîte a réussi à diminuer de 40%, je crois, ses émissions de CO2 et sa consommation d'énergie en quelques années. S'il est le directeur, c'est qu'il a fait une belle carrière.
Wow. Greta fait de l'humour. Je sais pas qui écrit les blagues de Greta, mais il faut le couler dans le béton. On a deux grosses machines. Attends Bernard, je t'interromps une seconde. Bonjour. Bonjour. On arrive un peu en retard, vous en êtes où? Ah ben, on vient de commencer avec la classe des 8 tâches de Péry. Eh ben, bienvenue à Tcharner. C'est Bernard Kernen, le chef de carrière, qui est occupé à expliquer. Alors, on parlait, on produit en gros 1 250 000 tonnes par année, ce qui représente en 29 000 et 30 000 tonnes par semaine. Donc chaque jour, on concasse plus de 5 000 tonnes De matériaux qui partent d'ici et qui descendent. d'ici. Donc tout ce que vous faites ici, c'est casser la montagne avec des explosifs, charger des camions, broyer les cailloux et les envoyer à la cimenterie en bas. C'est ça. Ça, c'est un travail de malade, une énergie de malade de déplacer toutes ces tonnes. Et un camion comme ça, il transporte combien de tonnes? Alors, ce dumper, alors là, on arrive vers le E-dumper. Il a une charge utile de 68 tonnes. Donc lui, il est totalement électrique. C'est une première mondiale. Donc, on a 2100 mètres de distance sur une dénivellation. Et cette dénivellation permet de recharger les batteries en descente chargée. C'est un camion électrique mais qui n'a pas de borne de recharge. C'est ça qui est incroyable. Il produit l'énergie dont il a besoin pour remonter à vide. Mais on est très fiers parce que l'idée, c'est les ingénieurs de l'usine qui l'ont eue. Comment il a eu l'idée? C'était à force de voir les plaquettes de frein qui explosaient à chaque fois qu'il descendait? Pas que ça. On a depuis le départ de l'exploitation, l'énergie qu'on consomme, c'est un facteur ou une obsession d'économie permanente. Et ce sera combien de litres de pétrole que vous pourrez économiser? Alors, l'économie, donc le même engin, puisqu'on a son petit frère, il consomme 55 000 litres de diesel par an. C'est très cool parce que c'est un camion électrique et c'est complètement anti-intuitif puisqu'on a encore cette image de la voiture électrique poussive qui avance pas. Et alors là, pour déplacer des masses immenses, en fait l'électricité marche super bien. Ouais, ça fonctionne. Très très puissant. Ce camion est plus puissant que les autres. Et c'est ça la particularité, c'est vraiment en descendant, on a tous les cailloux dedans, donc ça recharge les batteries et on remonte à vide avec le camion plus léger et là on utilise l'énergie stockée. C'est exactement ça, oui. Mais ce camion, avant c'était un camion avec un moteur habituel? Alors, ce camion ici a subi un rebuild. C'est un ancien camion qui avait 12 000 heures. Donc on a récupéré le châssis, cabine, essieu arrière, direction, pour ensuite être équipé avec le projet batterie. Mais c'est excellent, c'est exactement comme notre bus, notre Greta. C'est une vieille coquille de noix en fait ce bus. Absolument. Ah oui. Ouais. Il y a les anciens diesels, pollueurs. Pollueurs. Donc une fois que vous avez récolté le calcaire, la marne, vous devez la cuisiner. C'est comme un gâteau, vous devez la mélanger et c'est ça que vous faites dans ces fours-là. On va la broyer d'abord en poudre et puis on va la rentrer dans le four. Et dans le four, on va la chauffer jusqu'à l'amener à une température de 1450 degrés. Mais c'est là le problème environnemental et énergétique du ciment, c'est que quand on fait le processus, il émet du CO2 et en plus, il faut amener de l'énergie qui, elle, selon d'où elle vient, peut aussi émettre du CO2. Voilà. Par contre, au niveau des combustibles, une particularité de l'usine ici, c'est qu'on utilise 90% de combustibles alternatifs. On n'utilise pas du charbon, on n'utilise pas du pétrole. Quand je pense ciment, le premier mot qui me vient à la tête, c'est pas écologie. Comment ça se fait que maintenant vous vous souciez de l'écologie en produisant du ciment? Ça fait longtemps qu'on s'en soucie parce qu'on est conscient de l'impact qu'on a sur l'environnement. On est convaincu que pour être encore là dans 100 ans, il faudra qu'on améliore notre empreinte écologique. Et donc ça, c'est un travail constant et permanent. Parce que cette empreinte, elle est massive. Vous représentez quel pourcentage du CO2 en Suisse, par exemple? Alors, on représente 1% du CO2 en Suisse. C'est-à-dire Vigier ou ici? Uniquement le site de Vigier représente 1% du CO2 produit en Suisse. Donc tout ce que vous faites, ça a un impact énorme. Alors c'est un impact important,
Mais ça nous permet aussi, les produits qu'on fabrique, ils permettent aussi de construire des ponts, de construire des stations d'épuration d'eau, de participer, de construire des logements qui demandent peu d'énergie pour être chauffés, etc. On est convaincus, tous ici, pas moi uniquement, aussi mes équipes, qu'il y a moyen d'allier sécurité, écologie, environnement et performance économique. Bon, vous êtes condamné à avoir une mauvaise image. Ce sera jamais beau une carrière. Ce sera jamais esthétique de faire péter du caillou et descendre des tonnes de matériaux, de les brûler. Ce sera jamais beau. Pourquoi votre image compte? Parce que quand vous accueillez des jeunes de la région pour leur faire visiter l'usine et la carrière, c'est que vous faites attention à avoir une bonne image dans la région. Pourquoi ça compte? L'ancrage local, comme je l'ai dit, si on est ici depuis si longtemps et puis qu'on veut encore y être dans 100 ans, au départ, c'était facile. Quand on est arrivé, quasiment tout le village travaillait chez nous. Alors, on n'a pas besoin d'avoir une bonne image. Tout le monde vous appelle patron de toute façon. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais il y a énormément de primo-arrivants, de gens qui viennent d'ailleurs, et puis ils viennent ici, c'est la campagne. La nature. Voilà, c'est la nature, et puis il y a cette usine. Cette verrue. Ouais, je vous laisse... Si on veut regarder le paysage, oui. Il y a cette usine, et puis nous, on essaye d'en tirer un profit où il y a des choses positives aussi qui sont inhérentes à notre activité. Je ne parle pas de l'aspect économique, mais cette carrière, comme vous dites, elle a le gros avantage de ne pas être visible à moins de 10 ou 20 km d'ici. Donc on est déjà dans un environnement qui est propice. On veille à avoir le moins de désagréments possible sur l'environnement. Et puis on a ces mesures de compensation écologique, plus de 100 mesures sur 70 hectares dans la région. Moi je crois beaucoup à la prise de conscience. J'ai moi-même des enfants, ça me parle aussi. On pourrait dire, je suis ici... tout ce qui compte, c'est vendre du ciment, gagner du pognon. Non, moi j'ai aussi des enfants. On ne travaille pas que pour notre génération ou pour nous, on travaille aussi pour les générations futures. Et on arrive à voir que des entreprises comme la vôtre peuvent avoir des processus qui, avec les années, changent. On arrive à polluer de moins en moins, même si on pollue encore, de moins en moins, et on continue à gagner de l'argent. Ouais. Donc on peut complètement décorréler en fait. Mais les deux sont compatibles et c'est là, il faut sortir de l'idée que l'amélioration écologique se fait au détriment du confort, du bien-être, de ce qu'on gagne, etc. Bon, ta maison en paille, tu peux la cramer et la reconstruire en béton, à mon avis. Attends. Il a réduit les émissions de 40%. Il les a pas réduites de 100% encore. Donc t'inquiète, jusqu'en 2040, moi je reste à la paille. Au moins. Bon Greta, qu'est-ce qu'on a encore dans le réservoir pour aujourd'hui? Un autre Marc écolo. Le chanteur Marc Aymon, un invité de Marc. Ben voilà, entre Marc et Greta, la vie est belle. Originaire du village d'Icogne, c'est bien sûr en Valais que le chanteur roman Marc Aymon commence à se produire alors qu'il n'a que 14 ans. Artiste passionné de rencontres, de voyages et d'art, il est l'auteur de 4 disques, dont son album éponyme Marc Aymon, enregistré à Nashville après une traversée des États-Unis seul avec sa guitare. Et du pays, il en a vu, et ses chansons voyagent elles aussi au-delà des frontières suisses. Pas de doute, c'est bien la musique qui guide sa vie bien remplie. Vous connaissez Marc Aymon et ses chansons, mais qu'en est-il de ses préoccupations? Merci beaucoup. Bienvenue à Notre-Dame-du-Lac, où en tant qu'ambassadeur de la fondation Race for Water, je viens rencontrer des enfants qui ont l'air très sages, très sages, peut-être un peu trop sages. Alors, la fondation Race for Water, vous la connaissez? Oui, c'est une fondation qui préserve les océans. Elle est symbolisée par un immense bateau. Ça veut dire que ce navire, il fait un tour du monde, une odyssée de 5 ans en fonctionnant uniquement avec des énergies renouvelables, des énergies saines. C'est important pour moi de venir rencontrer des élèves, de transmettre, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé quand j'étais enfant, et j'essaie de dire à ces enfants des choses que j'aurais voulu entendre. Moi, j'ai toujours rêvé d'être marin, l'aventure m'a toujours intéressé, les voyages, le fait d'avoir une guitare avec soi pour aller voir des contrées inconnues. Et c'était une manière aussi de tirer un peu au clair ce rapport avec comment je peux, à ma manière, amener ma petite contribution, autre que faire des chansons écolo,
écolo ou d'essayer de faire attention à comment je gère mes déchets, mais comment est-ce que je peux m'engager concrètement. Et ça a été assez fou parce que je suis parti sur l'île de Pâques. Je me balade sur la plage d'Anakena et tout à coup j'aperçois des morceaux de plastique, des microparticules autour de moi, 1, 2, et je me rends compte qu'il y en a des centaines de milliers, des millions. Donc les actions qu'on peut faire tous les jours, c'est essayer d'avoir une gourde pour avoir l'eau, utiliser le moins possible de bouteilles plastiques. On doit aller vers l'ingéniosité, ce qui est une bonne nouvelle, parce que là on se gave de confort, c'est magnifique, on se nourrit pour les fois où on n'a pas pu le faire, ou j'en sais rien, et puis à un moment donné, il va falloir être ingénieux. Notre seule chance, c'est d'être ingénieux, donc rien ne se perd, tout se récupère. Je pars au matin quelque part, alors je pars, combien même je les entends nous maudire, tous Et on passe d'un marque à l'autre. La semaine prochaine, on va aller voir comment produire les meilleurs fruits et légumes les plus juteux, délicieux, bio. Pour ça, il faut les meilleures graines du monde. Finalement, planter la petite graine et puis après les cousculottes, c'est le cycle de la vie. Exactement. Je viens, rivière fragile.